Merci. On va passer à la communication suivante, professeur Mismeti, sur l'anticoagulation d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Je vais avoir mes diapos. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. C'est ma première en l'île Maurice, donc plutôt très heureux. Un peu moins merci pour le titre et le thème du diapo, parce que faire 70 ans d'histoire en 7 minutes, c'est un peu une gageure. Je vais essayer de la relever avec vous. Surtout que j'ai un peu changé le titre. Je suis parti de avant-hier, hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi avant-hier ? Avant les années 80, on avait héparine non fractionnée, antivitamine K. On est passé jusqu'en 2005 avec HBPM Fondaparinux. Ça nous a beaucoup titillé le cerveau pendant quelques années. Puis on est passé aux anticoagulants oraux directs. C'est l'histoire que vous vivez aujourd'hui. Et puis je vais voir avec vous ce qu'on peut espérer de l'anticoagulation de demain. Oui, je suis en 16/9, ça pose un peu de problème, mais... Et donc on va commencer avec l'héparine non fractionnée. Des caractéristiques, on va y passer très très vite. Origine animale, donc attention, thrombopénie induite par héparine, immunoallergique. C'est très très variable. Il faut faire un suivi biologique et c'est parentéral. C'est soit de l'IV, soit du sous-cutané. Il faut faire un traitement court. Pour les antivitamines K, ça se met en route lentement, ça s'arrête lentement. Il faut un monitoring biologique parce qu'il y a une variabilité énorme et des interactions médicamenteuses. On en connaît plus de 250 qui sont sérieuses. Surtout, à cause de la variabilité, vous êtes en dehors de la cible thérapeutique, même si vous faites une surveillance biologique optimale, dans 35% des cas. Et aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que si ces médicaments étaient développés, ils ne passeraient pas le marché. Ils ne passeraient pas les autorisations. Alors que jusqu'à l'année dernière, on les mettait en première intention. Et on a même beaucoup des critères pour les retirer du marché. Ça va peut-être venir dans quelques années, un peu provocateur. Donc, qu'est-ce qu'on avait avec ces molécules-là? C'était l'époque bénie, on est en 1960, où on pouvait faire un Lancet avec 35 malades et un essai randomisé, et vous montrer une réduction de la mortalité de 20%, une réduction des événements thromboemboliques de 20%. Voilà sur quoi repose la Chenef dans l'embolie pulmonaire. Pour les antivitamines K, je suis allé dans la fibrillation atriale, 2 fois moins d'emboles et d'AVC que l'aspirine, mais 2 fois plus d'hémorragie, c'est une des limites de ces molécules. Alors on a fait des progrès. On a passé aux HBPM, on a fractionné par une non fractionnée, on a diminué la variabilité en passant par une élimination rénale, on a diminué les risques immunoallergiques et on a pu faire une fois par jour, ce qui nous a permis de faire des traitements un peu plus longs comme on le fait dans les phlébites et le cancer. Le Fondaparinux, là, on passait dans le monde synthétique, on reste parentéral, pas de surveillance biologique, ni sur la numération formule sanguine, ni en termes de biologie, probablement parce que c'est une élimination rénale, on reste en parentéral aussi une fois par jour. Alors l'énorme intérêt, c'est qu'en réduisant la variabilité, vous êtes tout le temps dans la bonne cible, plus de suivi biologique. Ça, c'est une vraie révolution par rapport à ce qu'on avait avant. Alors comment ça marche? HBPM versus HNF dans le traitement des phlébites et embolies pulmonaires, c'est quelque chose qu'on a oublié. Quand vous mettez une HBPM plutôt que de la calciparine, vous réduisez la mortalité des patients que vous traitez. Effet significatif. C'est une des explications pour que je vous dise que la HNF aurait du mal à survivre dans quelques années. Si vous allez au Fondaparinux, toujours dans l'embolie pulmonaire, quand vous le comparez l'héparine non fractionnée, plus d'efficacité pour un risque hémorragique acceptable. En gros, on a fait mieux que ce qu'on avait avant-hier. Et le gros souci, c'est que ces produits étaient élimination rénale, que ce soit le Fondaparinux et l'HBPM, et avec une contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère. Nos amis cardiologues sont allés chez l'insuffisance rénale sévère avec l'héparine non fractionnée, avec le Fondaparinux aussi, et sur cette diapositive, vous voyez que chez l'insuffisance rénale sévère, les HBPM font moins saigner que la Chenef, alors qu'on nous dit que c'est le traitement de référence. Ceci dit, ils l'ont obtenu, cet effet-là, en réduisant les posologies. Et c'est ce que vous avez dans l'harmonisation des RCP depuis 2018. On les a développés en 80 à 2005. On a une harmonisation et une utilisation possible en 2018 simplement. Donc on était presque à aujourd'hui, et aujourd'hui on y arrive, c'est les AOD. C'est des molécules dont l'effet est immédiat, et quand on les arrête, l'arrêt est quasi immédiat, ce qui pourra simplifier la gestion chirurgicale des patients chirurgicaux. La variabilité, contrairement à ce qu'on en pensait, elle est aussi importante que les autres molécules, sauf que l'index thérapeutique, les zones dans lesquelles on peut travailler, est beaucoup plus large, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de surveillance biologique, et les interactions médicamenteuses, elles existent, mais elles sont finalement très rares. Une fois que vous avez enlevé les anti-HIV,
anti-champignons avec les azolées, anti-staph avec les rifampicines, et puis un peu l'épilepsie, tout le reste, vous pouvez l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a obtenu avec les AOD? Plus d'efficacité, moins d'hémorragie, notamment dans le cerveau, moins de morts. Et ça, on le sait depuis 2014. Il a fallu attendre cette année, janvier 2018, pour que l'HAS nous dise « vous pouvez les prescrire en première intention ». Moins de morts, et de façon très significative. Et puis, bien sûr, quand on parle d'anticoagulation, vous n'allez pas échapper à un schéma de la coagulation. Et on va parler de demain. Aujourd'hui, notre vraie limite, c'est que les patients thrombosent plus. Quand on est dans la fibrillation atriale, on est à 2% d'accidents thrombotiques et vous êtes pratiquement à 3-4% d'accidents hémorragiques. On a transformé une maladie thrombotique en une maladie hémorragique. Il faudra qu'on s'arrête et c'est probablement la limite au développement des molécules. C'est un peu ce que tu racontais avec les antihypertenseurs. Et quand vous êtes sur cette cible, ce schéma de la coagulation, vous avez le facteur 7 qui active le 10, qui active la thrombine. C'est là-dessus qu'on a tapé pendant des années, en oubliant la boucle d'amplification par le facteur 11 puis le facteur 8. Et vous voyez ce facteur 11 que j'ai souligné en jaune. Mais on peut taper dessus, et c'est probablement avec des médicaments modernes, on peut faire des antifacteurs 11. Ça marche, on l'a testé en orthopédie. L'intérêt de l'innovation technologique, c'est un anti-ARN. On bloque la synthèse en faisant des ARN antisens. On travaille sur le génome. C'est probablement l'avenir. Et en tous les cas, on a des résultats prometteurs. Alors, c'est de l'injectable, on verra ce que ça donne. Ce qu'on a oublié aussi, c'est que la thrombine, la coagulation, elle a un effet sur la fibrinolyse. Avec la thrombine est capable d'activer un TAFI, c'est un inhibiteur physiologique de la fibrinolyse. Donc la thrombine fabrique du caillot, et en plus, ce caillot, elle l'empêche d'être détruit par nos systèmes physiologiques. Et on est aujourd'hui capable de faire des anti-TAFI, c'est-à-dire on inhibe l'inhibition de la fibrinolyse, on va favoriser la dissolution du caillot. Plutôt intéressant, et probablement sans augmenter le risque hémorragique. Et ces anti-TAFI sont en cours de développement, la phase 2 est en cours, et notre pays est plutôt très bien placé dans le développement. Enfin, le dernier point, c'est que la thrombine, le caillot, vous savez, c'est la plaquette et de la fibrinogène, la thrombine active les plaquettes, et on peut probablement, en jouant sur les antiplaquettaires et avoir des stratégies antiplaquettaires, jouer sur le thrombus. Et on a évoqué ça avec Compass, on a évoqué ça avec Atlas 2, les associations d'antiplaquettaires et d'anticoagulants. Et ma dernière diapositive, finalement, demain, ce qu'on va faire, c'est de l'anticoagulation ajustée, probablement aux caractéristiques cliniques des patients. On commence à le faire, et puis surtout avec le développement de l'AOMIC, on fera de la thérapeutique ajustée dans la durée, dans la nature du traitement, dans la posologie, en fonction de la génomique, la transcriptomique et de la protéomique. Et puis surtout, l'avenir, c'est les stratégies multicibles. On va associer des anticoagulants entre eux, des antiplaquettaires, probablement des modulateurs de la fibrinolyse, comme l'anti-TAFI, et puis des traitements pharmacomécaniques. Vous allez en entendre parler tout le congrès, où on associe de la désobstruction, de l'angioplastie et des fibrinolytiques ou des anticoagulants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, comme quoi vous êtes arrivé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos des évolutions? Je crois que c'est vraiment un sujet brûlant. Oui. Oui, bonjour professeur. Je vais vous poser une question un peu sur les syndromes anticorps anticardiolipidiques de type primaire ou lupique, les Xarelto, Pradaxa, tout ça fonctionne pas. Je crois que c'est une contre-indication. On est toujours obligé de mettre sous AVK à vie, je crois. J'en suis pas sûr. Oui, c'est pour le moment des limites. Probablement qu'il faut qu'on travaille sur cette population un peu particulière. Ça reste vrai. Les AOD ne doivent pas être utilisés dans le syndrome des antiphospholipides, a fortiori s'il est atropisme artériel. Très clairement. Sur le plan veineux, on va voir. Mais si c'est artériel, certainement, il faut oublier. Et dans votre pratique de soins, il faut oublier aujourd'hui. Si on utilise des AOD dans le SAPL, c'est un essai clinique. Probablement parce qu'il y a la voie du complément, enfin c'est un petit peu complexe à aborder comme ça, mais c'est un peu de limite. La deuxième limite des AOD, c'est dès qu'on a du matériel exogène un peu complexe, type les prothèses valvulaires, cardiaques, pour le moment on ne sait pas faire.
La seule étude qui a été faite s'est plantée, hein, plus de morts, plus d'hémorragie, plus de thrombose, on ne peut pas faire pire, mais probablement parce que la méthodologie de l'étude n'était pas bonne. L'étude Réaligne, c'est tout ce qu'ils peuvent faire en méthodologie. Vous nous avez rassuré en tant que chirurgien en disant que les faits s'interrompaient très rapidement. C'est quoi très rapidement pour vous? C'est beaucoup drivé par la fonction rénale. Mais si vous avez un patient en fonction rénale normale, ce qui ne sera pas le cas de votre patient polyvasculaire, très clairement, mais fonction rénale normale, vous arrêtez le comprimé, vous pouvez très rapidement, en 12 heures, 24 heures, vous pouvez opérer le patient, 24 heures plutôt. Si la fonction rénale altérée, avec certaines molécules, en 48 heures, vous pouvez y aller, surtout que vous avez l'habitude d'opérer vos malades sous anticoagulants, hein, donc, enfin, ou en tous les cas, vous avez des stratégies agressives en péropératoire. Et puis, on va avoir à notre disposition très rapidement des antidotes spécifiques. En tous les cas, à durée d'action très courte, qui vous permettront d'opérer les malades sous antidote pendant la chirurgie. Non, en fait, c'est quand même un problème quotidien, parce qu'il y a une grosse partie de ces patients-là, polyvasculaires, qui doivent être traités dans un délai beaucoup plus court. Et on se retrouve confronté avec les anesthésistes sur est-ce qu'on va faire. Et là, on ne sait pas dans quel niveau de perte de chance on est. Et c'est vraiment un des problèmes que l'on a en matière de pratique. Donc je pense qu'on attend les antidotes, clairement. Pour le dabigatran, pour le coup, c'est très clair, l'antidote est disponible. Votre patient, il arrive sous dabigatran, vous pouvez le réverser sur la pharmacose et faire tout ce que vos procédures habituelles. Si les concentrations au départ ne sont pas très hautes, l'antidote vous le met à 0 sans problème. C'est un peu moins clair avec l'andexanate alpha qui est approuvé aux États-Unis, pas encore chez nous. Hein, c'est l'antidote de rivaroxaban et apixaban. Peut-être efficacité un peu moins bonne, tolérance un peu moins bonne, mais si c'est pas celui-là, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Et avec le même truc, vous mettez la perfusion, vous enlevez les concentrations du produit, vous arrêtez la perfusion, ça peut remonter, mais vous êtes sorti du bloc. Merci.